En fouillant la presse locale, on trouve les premières traces d'aérostation à Pau en 1844 avec la venue d'une certaine Madame Larté qui est venue faire des démonstrations de montgolfières. Alors, pourquoi choisir Pau? Madame Larté était une commerçante, donc elle voulait vendre des montgolfières. Et elle n'a pas choisi Pau par hasard, elle savait qu'il y avait déjà une colonie étrangère, principalement britannique, qui avait été attirée chez nous par l'ouvrage du docteur Taylor, vous le savez tous, par la guérison, entre guillemets, miraculeuse de Lord Selkirk, par les livres de Madame Ellis, de Lady Costello. Donc toute cette publicité qui avait été faite par des Anglais et pour des Anglais. Donc les Palois étaient à des milliers de kilomètres de s'attendre à cette arrivée soudaine d'anciens militaires, de commerçants, de pharmaciens, parce que le premier noyau de cette colonie anglo-américaine, au tout début, les années 1840, c'était loin d'être ce qu'elle va devenir en 1870, c'est-à-dire vraiment le Gotha international, l'aristocratie, les grandes fortunes. Donc on commence avec avec un petit noyau, certes aisé par rapport au reste de la population en Béarn, et également très attiré par le sport, ça vous le savez, et Madame Larté pense qu'elle pourra peut-être vendre une montgolfière ou deux à ce genre de personnage. Alors la pauvre, elle ne sait pas dans quelle aventure elle s'est lancée parce qu'elle fait son premier départ dans la cour du lycée. Alors tout se passe bien, elle est prête, elle monte dans la nacelle et le ballon décolle et s'accroche à la gouttière du lycée et là il est déchiré complètement. Alors elle perd des semaines, elle l'amène chez des couturières, on refait tout et elle fait une deuxième tentative, elle se dit je vais partir d'un endroit un peu plus... enfin un peu moins... et elle s'installe dans le parc Philippe Tissier. Le décollage se passe très bien, et voilà que la nacelle s'accroche aux dernières branches des hêtres du parc. Et là, il faut lire la presse, c'est très amusant le commentaire, parce que la nacelle est vraiment dans le vide, Madame Larté est à moitié hors de la nacelle, et un jeune lieutenant de je ne sais plus quel régiment, grimpe à l'arbre, va la décrocher au péril de sa vie, est ovationné. Donc voilà, ça c'est les premières traces de ballon à Pau. Ensuite, évidemment, vous le savez, la Commune de Paris, les ballons jouent un rôle essentiel. On peut citer Eugène Godard, Nadar évidemment, la Compagnie des Aérostiers. Et 1870, c'est également l'apogée de Pau, ville anglaise, puisque on peut compter 6000 résidents étrangers dans une ville qui n'a que 20 000 habitants. Donc c'est vraiment une proportion énorme. Alors, 1870, le golf est créé depuis longtemps, le Point caracole sur les landes du Pont-Long, enfin, l'hippodrome existe. On est là en plein cœur d'un monde très étrange, parce que Pau est une ville éloignée de tout, et on a la chance d'avoir cette colonie absolument... j'allais dire extravagante, mais le mot n'est pas faux. Et en 1870, arrive à Pau un personnage tout à fait flamboyant qui s'appelle James Gordon Bennett. Il est le fondateur du New York Herald Tribune et il a pour objectif de créer un journal en France. Et ça va être l'International Herald Tribune. Et là, il va avoir des idées absolument formidables qui vont encore accroître sa fortune d'une manière terrible. D'ailleurs, pour ceux qui vont régulièrement à Londres, vous entendez les chauffeurs de taxi souvent dire Gordon Bennett quand quelque chose est énorme, quand il y a un embouteillage. Donc son nom est rentré dans le langage populaire tellement sa magnificence était énorme. Et donc Gordon Bennett vient à Pau et il devient maître d'équipage du Point, parce que c'était un poste qui était réservé à quelqu'un qui avait beaucoup de moyens, de manière à pouvoir financer l'entretien des chevaux, organiser les réceptions. Donc il devient maître d'équipage. Et Gordon Bennett a plusieurs passions, les sports mécaniques et l'aérostation. Je vous parlais des innovations qu'il avait apportées à son journal. Tout simplement, il a créé la première ligne de télégraphe transatlantique. C'est-à-dire qu'il était le premier en France à connaître les résultats de Wall Street, tous les événements aux États-Unis. Il avait 24 heures d'avance au moins sur tous ses concurrents. Comme il s'intéressait à l'aérostation, il a été également le premier à mettre la météo dans son journal. C'était tout à fait nouveau à l'époque.
Et ces deux éléments ont fait de l'International Herald Tribune le journal qu'il fallait lire en Europe. Donc Gordon Bennett est à Pau, il organise des compétitions de voitures, on lui doit le premier raid Pau-Bayonne qui a été épique, et il crée à l'intérieur de l'Automobile Club du Béarn une branche aérostatique. Et il organise les premières compétitions de ballons. Alors là, on voit arriver Eugène Godard avec son ballon Le Nouveau Monde, le capitaine Fourcade avec le Cosmopolite, et le ciel de Pau se remplit de ballons. Alors pour la petite histoire, Eugène Godard prétend qu'il est le premier à avoir traversé les Pyrénées en ballon, mais sa traversée, il l'a faite de Hendaye à Saint-Sébastien. Alors on ne peut pas vraiment la retenir comme un voyage épique par rapport au voyage de Jesus Duro dont il sera question tout à l'heure. Alors en 1870, il y a également, 78, Gaston et Albert Tissandier qui viennent s'installer à Pau. Ce sont les inventeurs du moteur électrique pour dirigeable, donc ce sont les premiers hommes à avoir contrôlé un engin volant, en l'occurrence là plus léger que l'air. Et Gaston et Albert Tissandier sont des savants internationalement connus, bien sûr, puisque leur invention révolutionne, pas l'histoire de l'humanité, mais presque. Ils sont quand même les premiers à avoir contrôlé le vol. Gaston a battu de nombreux records, notamment le record d'altitude tristement célèbre, puisque les deux passagers qui étaient avec lui, José Spinelli et... Quelqu'un connaît le nom du deuxième, je l'ai oublié, sont morts, les pauvres. Et donc, nous avons dans la même ville des savants et des hommes d'affaires d'envergure internationale. La science s'allie à la finance et met Pau sur la carte du monde. Notre ville et le Béarn tout entier sont omniprésents dans la presse mondiale. Ça, c'est vraiment très curieux quand on regarde les journaux de l'époque. Il est toujours question de Pau. Gordon Bennett et Henry Dutch de la Meurthe, alors lui aussi c'est un... Alors Gordon Bennett, Dutch de la Meurthe, archdeacon sont des habitués de Pau, ils viennent régulièrement ici. Ce sont des magnats, Dutch de la Meurthe a des champs pétrolifères, il est propriétaire d'une société qui s'appelle Astra et qui fabrique des ballons dirigeables. Et ce sont eux qui vont créer l'Aéroclub de France. Alors souvent, je dis que l'Aéroclub de France est né à Pau, il est né au Gation, il est né au Cercle Anglais, il est né au Golfe. Ça fait beaucoup râler mes amis de l'Aéroclub de France à Paris. Pour eux, ça paraît un peu idiot, mais je crois qu'il y a beaucoup de vrai dans cette affirmation. Alors, le gonflement des ballons, puisqu'il y avait beaucoup de compétitions, de raids, par exemple, Gordon Bennett, qui avait cette passion à la fois de la chasse au renard et des ballons, avait inventé un type de course qui s'appelait la chasse au renard. Alors, on envoyait un premier ballon... il partait avec 10 minutes ou 15 minutes d'avance sur les autres, et ensuite les poursuivants partaient à sa... D'ailleurs, c'est quelque chose qui existe toujours. Et Paul Tissandier, le fils de Gaston Tissandier, se distinguait souvent dans ces compétitions, qu'il remportait régulièrement. Et en 1906, la société Michelin, pour faire, pas du mécénat, mais pour faire sa publicité, en fait, organise la Coupe Michelin. Alors, la Coupe Michelin a rassemblé à Pau tous les plus grands aéronautes du temps. Alors, j'ai ici quelques photos que je vais vous montrer. On a le gonflement ici à l'usine de gaz de Bizanos. Là, vous voyez le Palais Beaumont derrière. Donc, les ballons étaient à côté de la gare. Fête aérostatique de 1906. Ici, vous avez le logo du sponsor. C'est la première représentation connue. Non, mais ça va. La première représentation connue du Bibendum. Voilà, Bibendum est en quelque sorte un peu né à Pau. Alors, ces photos sont extraites elles sont tirées de plaques de verre qui appartenaient à M. Granet et qui ont été achetées par les archives municipales. Donc, elles sont aujourd'hui propriété de la ville de Pau. Alors, il y en a une vingtaine, je crois. Là, j'ai mis que quelques exemples. Et lors de ces fêtes aérostatiques, Gordon Bennett et Dutch de la Meurthe créent une coupe qui s'appelle la Coupe des Pyrénées, qui s'adresse à l'aéronaute qui, partant de Pau, se posera le plus loin possible en Espagne. Alors, les concurrents s'inscrivent et parmi eux, il y a un jeune Espagnol, Jesús Fernández Duro, qui est déjà très très connu parce que il a réalisé le raid Madrid-Moscou dans une Panhard 4 chevaux
que je vais vous montrer, en 21 jours. C'est quand même un sacré phénomène, mais sa famille est très très riche. Les Duro sont les fondateurs de la Metalúrgica de Asturias, c'est-à-dire c'est le début de l'industrie des aciéries du nord de l'Espagne. Et Duro faisait le désespoir de sa mère parce qu'il passait sa vie en bleu de travail depuis tout gosse. Et il allait dans les ateliers, il tripotait la mécanique, et il était toujours avec les ouvriers, les mains dans la graisse, et ça mettait sa mère hors d'elle parce qu'elle pensait que ce n'était pas du tout son rôle de faire ça. Et donc il était capable de réparer n'importe quoi. Et évidemment, l'automobile l'a amené à l'aérostation parce que parmi ses amis, il y avait Santos Dumont, Paul Tissandier, qui l'ont initié à Bagatelle au ballon. Alors voilà quelques photos. Donc voilà son départ à Pau, à la gare. La photo d'avant est intéressante parce que je l'ai passée un peu en vitesse. Donc vous reconnaissez Duro avec sa grande moustache. Et à côté de lui, c'est Henri Couget, qui avait le grand garage Couget, à peu près à l'endroit où est le Conseil général aujourd'hui. Et Couget a joué un rôle très important lors de la venue à Pau des frères Wright. Il leur a rendu de grands services. Alors voilà une vue du boulevard des Pyrénées, avec le minuscule petit point là. Vous voyez, d'après la photo, ce serait le départ de Douro, mais j'en suis pas certain, je ne peux pas le confirmer, mais on va faire comme si c'était vrai. Hein. Pardon ? Oui, je l'ai dit. Oui, ça c'est l'arbre de Sully qui a été abattu dans les années 60. À gauche, c'est l'Hôtel de France. Et là, c'est le funiculaire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il n'y était pas encore... ah oui, oui, c'est l'année de sa création. Oui. Alors, donc, Douro remporte la Coupe des Pyrénées parce qu'il se pose à 719 km de Pau, dans la province de Guadix. Et il tue la compétition dans l'œuf, c'est-à-dire que plus personne n'ose prendre le départ. Il est arrivé tellement près de la Méditerranée qu'aucun autre concurrent ne juge utile de partir. Alors sa traversée des Pyrénées est tout à fait épique. Il la raconte avec beaucoup d'humour. Lorsqu'il survolait la vallée d'Ossau, il s'aperçoit qu'il est parti à 17h. Et en arrivant au-dessus de la Reims, il s'aperçoit qu'il avait oublié sa lampe de poche. Alors pour lire les instruments, c'est un peu difficile. Et en plus, il est parti au mois de janvier, donc il faisait un froid de loup. Vous pouvez imaginer, il était emmitouflé, c'était quelque chose de terrible. Et arrivé au-dessus de la Reims, mince, les vents en plus étaient porteurs, donc tout allait bien. Et là, heureusement, il avait pris quelques cigares. Et alors, dans un ballon à gaz, quand même, c'est assez... il fallait être assez inconscient, hein. Et il lit ses instruments, la boussole, le machin, à la lueur de ses cigares. Et alors, apparemment, il se trompe un peu dans l'altitude, et il y avait du brouillard, et à plusieurs reprises, la nacelle heurte les montagnes, enfin, il raconte des péripéties, c'est amusant, c'est un jeune homme de 26 ans, complètement intrépide et un peu inconscient. Et alors, après cette Coupe des Pyrénées, donc, il a fait le raid Madrid-Moscou, qu'il a déjà rendu très célèbre. Il gagne la Coupe des Pyrénées, qui était très richement dotée. Et Douro est une vedette. Il devient ami avec Alphonse XIII, et ensemble, ils créent l'Aéroclub d'Espagne. Alors, cette gravure représente l'inauguration de l'Aéroclub d'Espagne, et Douro lance des pétales de rose sur l'assistance. Alors, lorsqu'il attendait le moment propice pour traverser les Pyrénées, il s'était donc installé à Pau, mais comme les vents étaient tout à fait contraires, il en a profité pour se promener. Et il est tombé fou amoureux de Saint-Jean-de-Luz. Et lorsqu'il a traversé les Pyrénées, à son retour, il n'a eu qu'une hâte, c'était de revenir à Saint-Jean-de-Luz et d'y louer une maison. Alors il a trouvé une maison très grande, au-dessus de la gare, avec une cave immense. Et là, il a commencé à construire une machine. Il voulait construire une machine volante. Et il a construit une rampe à Sainte-Barbe parce qu'il voulait une sorte de toboggan. Il voulait que cette machine puisse prendre un peu de vitesse et décoller au-dessus des flots. Bon, malheureusement, il n'est pas arrivé au bout de son projet. Il est mort de la typhoïde
au mois de juillet 1906. Et voilà, ici, Paul Tissandier, voilà les obsèques de Douro, donc à Saint-Jean-de-Luz, avec les membres éminents de l'aéroclub en manteau de fourrure et compagnie. Et je crois que... Et ici, j'ai le trophée de la Coupe des Pyrénées par Ducoing. Ducoing qui était un sculpteur connu. Voilà. Donc le trophée sera remis à sa famille l'année suivante, mais à titre posthume. Alors, pendant ce temps, donc 1906, à Paris, il y a une émulation certaine. Hein, les frères voisins, Louis Blériot, Latam, Maurice Farman, Hénaud Pelterie, Eugène Lefebvre, Ferdinand Ferber. Ferdinand Ferber, qui est l'adjoint du capitaine Renard à Chalais-Meudon, et bien sûr Alberto Santos Dumont, sacrifient des fortunes et des trésors d'imagination pour faire décoller leurs oiseaux de bois et de papier. Vous connaissez tous l'épopée de ces hommes. Et au même moment en Allemagne, Otto Lilienthal, enfin, ça c'était un petit peu avant puisqu'il est mort en 96, Otto Lilienthal se lance d'une colline spécialement aménagée par ses soins, accrochée à un planeur de sa fabrication. Alors tous ces gens-là, les voisins Ferber, sont venus à l'aéronautique par les planeurs. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par fabriquer souvent des cerfs-volants, ensuite ils sont passés au modèle supérieur, c'est le planeur, ils se sont accrochés à leur planeur, ils ont fait des tas de sauts, Lilienthal est arrivé à plus de 2000 sauts, et leur rêve évidemment était de mettre un moteur à leur planeur. Donc en fait le planeur servait d'école de pilotage. Et en même temps, évidemment, ils faisaient tous leurs calculs, parce que la plupart étaient des scientifiques Blériot et centraliens. Les frères voisins, bon, ce sont les premiers à avoir créé une entreprise aéronautique. Ils sont un peu formés sur le tas, mais ce sont des gens qui, Ferber est polytechnicien, ce sont des gens qui ont fait des études sérieuses, profondes, centrales, polytechniques, enfin ils sont tous... Ils ont des cerveaux musclés et très techniques. Donc, ils calculent la résistance de l'air, la surface de l'empennage. Enfin, ils savent faire des calculs absolument formidables. Et il y a aux États-Unis un savant d'origine française qui s'appelle Octave Chanute, qui est un ingénieur des ponts et chaussées. Sa spécialité, c'est très symbolique, ce sont les ponts. Et il pratique le même sport, donc le planeur, sur les dunes du bord du lac Michigan. Voilà. Et en Égypte, un troisième larron qui s'appelle Mouillard, qui est saint-simonien, qui a participé aux campagnes d'Algérie, observe le vol des vautours et imagine le premier l'importance du gauchissement des ailes. Il consignera ses recherches dans un ouvrage, L'Empire de l'air, ouvrage traduit en anglais par Chanute. Donc Chanute, Lilienthal et Mouillard sont vraiment les théoriciens du vol plané et surtout ces trois hommes correspondent. Ils échangent leurs informations jusqu'à la mort accidentelle de Lilienthal en 1896. Et Lilienthal aura fabriqué, avec l'aide de son frère, 15 planeurs monoplans et effectué plus de 2000 vols planés. Ils étaient animés vraiment par un feu sacré. Et la naissance de l'aviation est toute proche, ils en sont persuadés. L'annonce de la mort de Lilienthal, un entrefilé dans un journal de l'Ohio, retient toute l'attention d'un jeune Américain de 19 ans, Wilbur Wright. Alors, j'ai quelques films qui m'ont été gracieusement prêtés par le Musée du Bourget. Et si vous le permettez, j'aimerais vous passer un premier... Je pensais que c'était plus intéressant de mettre quelques films, ça rendait la chose un peu plus vivante. Alors là, je crois qu'il faut avancer un peu le curseur. C'est lui le curseur? Attends, tu vois. Là. Et là, on le met là. Et on va y arriver. Minute 20, top. Ça devrait être bon. C'est donc un petit film sur les précurseurs. Je crois que... Il y a du son? L'homme a toujours voulu voler. Fin 19e, la technique le permet, mais il faut comprendre la mécanique du vol. Le planeur est une solution simple. En Allemagne, Lilienthal, en France, Ferber, aux États-Unis, Chanute, sont les pionniers.
L'objectif reste le vol autonome avec moteur. Inventeur solitaire, le Français Clément Ader parvient à décoller l'Éole sur quelques mètres en 1890. En décembre 1903, aux États-Unis, les frères Wright font voler leur Flyer qui synthétise les connaissances de l'époque. C'est le premier avion au vol maîtrisé. En 1905, Robert Reynaud Peltry faisait des études de planeur à l'aide d'une automobile portant à sa partie supérieure une surface d'expérience. En même temps, Gabriel Voisin, associé avec Louis Blériot, essayait sur la Seine des planeurs qui, remorqués par le canot automobile La Rapierre, s'envolaient pendant quelques secondes. Santos Dumont réussit le 7 septembre 1906 à voler une seconde. Le 13 septembre, il franchit 10 mètres. Le 23 octobre, 50 mètres. Le 30 mars 1907 à Bagatelle, Charles Voisin accomplit un vol de 80 mètres sur un biplan conçu par son frère Gabriel. Enfin, Henri Farman effectue le 13 janvier 1908 le premier kilomètre en circuit fermé sur biplan Voisin, premier record en circuit fermé homologué. Dès lors, les progrès vont à pas de géant. L'année 1909, un prix de 25 000 francs est créé pour l'aviateur qui, le premier, réussira à traverser la Manche. Un duel s'engage aussitôt entre Hubert Latham et Louis Blériot qui s'entraînent avec ardeur. Le 19 juillet, Hubert Latham décide de tenter le raid avec son avion Antoinette, construit par Levavasseur. À 6h45, il prend le départ. Hubert Latham s'engage au-dessus des flots. D'où, quelques minutes plus tard, le torpilleur Le Harpon retirera son appareil détruit. Blériot, à peine remis d'une chute, tenta également l'exploit sur son monoplan Blériot 11 à carcasse de bois et à ailes entoilées. Le 25 juillet 1909, il prend le départ du terrain des Baraques, situé près de Calais. Plus heureux que Latham, il atterrit à Douvres, après avoir couvert la distance de 38 km en 32 minutes. Ayant recueilli le prix de 10 années d'efforts et de labeur, Louis Blériot est fêté à Londres comme un souverain. La population parisienne lui fait une réception délirante et le monde entier retentit de son exploit. Voilà, alors c'est quand même formidable de... Hop là. Ah non, celui-là, il faut... Attends. Oh ben on peut le regarder. Hein. Tu veux baisser la lumière? Tant pis, on va laisser passer le deuxième. Après les premiers vols réussis aux États-Unis en décembre 1903, les Wright signent un accord de licence pour la France qui prévoit également la formation de pilotes. Ils s'établissent d'abord au Mans. Les premières démonstrations impressionnent tous les spécialistes par leur aisance. Le Flyer des Wright a une très faible motorisation et doit être lancé à l'aide d'une catapulte. L'appareil, posé sur ses rails, est accéléré par un contrepoids hissé à main dans une petite tour en bois.
Les Wright acceptent ensuite l'invitation de Pau de venir s'installer sur la lande de Pont-Long, où ils arrivent en décembre 1908. C'est à Pau que seront formés les premiers pilotes en 1909. Pont-Long devient ainsi la première école de pilotage au monde. Les Wright font réaliser par la société française Barrigan et Marr un moteur amélioré qui permet le décollage sans assistance. L'adaptation du moteur français sur l'avion américain est le premier exemple historique de coopération aéronautique entre les deux pays. Là-haut, là-haut. Boum. Voilà. Donc, je m'en mêle un peu les... Voilà. Donc, on en était à Lilienthal qui meurt en 96 et sa mort est annoncée dans le journal de Dayton par un petit entrefilet qui retient toute l'attention d'un jeune homme de 19 ans qui s'appelle Wilbur Wright. Alors, à ce moment-là, Wilbur Wright, c'est le fils d'un prédicateur. Il a 3 frères et une sœur, et il est particulièrement proche d'un de ses frères qui s'appelle Orville. Et la fratrie vient de perdre leur mère, Suzanne, qui était tuberculeuse. Et Wilbur, à 18 ans, était un brillant élève. Il devait rentrer à l'université de Yale. Et un accident de hockey, un de ses camarades lui a envoyé un coup de crosse dans la mâchoire, l'a empêché de rentrer à Yale parce qu'il a subi en 2 ans 4 opérations. Vous imaginez, en 1897, ça devait être quelque chose. Et donc il souffrait beaucoup. Et en même temps, il s'occupait de sa mère, puisque son père prédicateur était toujours par Mons et par Vaux, et puis les autres frères et sœurs étaient un peu jeunes. Donc Wilbur sacrifie ses études pour s'occuper de sa mère. Et en même temps, il rentre dans une période de dépression intense. Il est... vous pouvez le comprendre facilement avec sa mère mourante, lui, ses études brisées. C'est un jeune homme qui tourne en rond, qui s'ennuie, et il découvre la vie de Lilienthal à l'occasion de sa mort. Et il se dit, tiens, il y a des gens qui s'intéressent au vol, et là, il commence à se documenter, il achète des bouquins, et il lit des articles, et c'est ce qui va le sauver. Et alors, à partir de ce moment-là, j'ai oublié de vous dire que son père, un jour, de retour d'un de ses voyages, avait offert à Wilbur et Orville un petit jouet, c'était une hélice Penaud. Vous savez, vous connaissez tous ça, c'est un manche avec une hélice, on tire sur une ficelle et l'hélice s'envole. Et alors, leur mère, Suzanne, qui était extrêmement manuelle, ses parents fabriquaient des charrettes et des attelages. Donc, elle avait l'habitude, elle, des outils, contrairement au père qui était un pur intellectuel. Aux États-Unis, on dit qu'il avait les doigts en beurre. Vraiment pas du tout manuel. Mais par contre, la mère de Wilbur et Orville leur a appris très tôt à reproduire ce jouet, avec d'autres choses. Mais enfin, ce jouet les a apparemment beaucoup marqués. Et à ce moment-là, Orville, lui qui est un petit peu plus jeune, c'est exactement l'opposé de Wilbur. C'est le mauvais élève, il sèche les cours, on ne sait jamais où il est, il n'a que des mauvaises notes. Enfin, c'est le vilain petit canard. Et Orville décide de quitter l'école et de créer une petite imprimerie parce qu'il rêve d'être journaliste, il veut écrire ce qui se passe autour de lui. C'est un esprit curieux, vif. Et donc, il entraîne Wilbur dans l'aventure et tous les deux fabriquent une presse. Alors, je ne sais pas bien faire la différence entre la légende et la réalité, parce que je suis allé à 3 reprises à Dayton, j'ai visité les musées consacrés aux frères Wright, et si vous voulez, j'ai pensé tout de suite à Mozart à Salzbourg, la Vierge à Lourdes et les frères Wright à Dayton. C'est-à-dire qu'ils sont tellement idolâtrés qu'il y a, à mon avis, un mélange un peu de légende et de réalité. Mais néanmoins, on dit qu'ils ont fabriqué cette presse avec une pierre tombale endommagée, et ils lancent leur petit journal. Et en même temps, Orville
se passionne pour la bicyclette et il devient champion local. Il participe à toutes les compétitions et l'imprimerie ne marche pas trop bien. Il décide de la vendre à un ami et d'ouvrir un magasin de cycles. Ils vont être les concessionnaires pour la région de Dayton des cycles Sinclair, qui à l'époque étaient, paraît-il, les meilleurs. Et en même temps, avoir ce type d'activité dans l'Ohio leur permet de ne travailler que 6 mois par an. Parce que l'hiver en Ohio, c'est de la neige jusque-là, donc le magasin peut fermer, et à ce moment-là, ils peuvent s'occuper d'autre chose. Et en même temps, la bicyclette étant un nouveau sport tout à fait à la mode, et Orville étant champion, ils ont une clientèle qui leur permet de ne pouvoir travailler que 6 mois. Alors, c'est le bonheur. Ils commencent à faire leurs calculs, à construire leurs cerfs-volants, qui deviennent des planeurs. Enfin, ils ont le cheminement normal des pionniers. Et puis, un beau jour, les voilà prêts à faire voler leurs planeurs, mais ils cherchent un endroit sablonneux, avec des vents constants, et ils s'adressent au service météorologique aux États-Unis, où on leur recommande quelques sites. Et parmi ces sites, ils choisissent Kitty Hawk, en Caroline du Nord, qui est effectivement un endroit tout à fait adapté à leur tentative. Et en avril 1900, Wilbur pense qu'il est arrivé au bout, parce que contrairement à la plupart des autres pionniers, eux n'ont aucune formation. Ce ne sont pas du tout des esprits formés par l'université, ils sont autodidactes, de purs autodidactes. Et donc, à ce moment-là, Wilbur pense qu'il est arrivé au bout de ses possibilités, et il écrit à Chanute, dont il connaît les articles, il connaît les publications, il a lu la traduction du livre de Lilienthal par Chanute. Chanute a également écrit des ouvrages que Wilbur connaît, donc, et il lui dit, comme vous, je suis persuadé que l'homme peut voler, est-ce que vous consentiriez à m'aider? Et Chanute, à l'époque, a 72 ans, et la lettre de ce jeune homme le touche particulièrement, et évidemment, il lâche tout, et le voilà qui arrive à Kitty Hawk et qui vient aider Wilbur. Donc, Chanute compare ses propres planeurs avec le biplan des frères Wright, il apporte les modifications, il regarde le vol, enfin, il y a une véritable complicité entre ce vieil homme et ces deux jeunes Américains. Donc, ils perfectionnent l'invention, et en 1903, donc le 17 décembre 1903, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le premier vol humain à bord d'un engin plus lourd que l'air, motorisé et plus ou moins contrôlé. Parce que les deux frères tirent au sort pour savoir lequel des deux va avoir l'honneur de piloter pour la première fois le planeur avec le moteur. C'est Orville qui gagne, et évidemment, ils ont une très faible expérience du pilotage, puisqu'ils n'ont jamais piloté que des planeurs. Et donc, Orville décolle et le premier vol humain dure quelques secondes à peine parce qu'il est rabattu au sol tout de suite. Enfin, il ne sait pas contrôler. Et Wilbur prend les commandes en second et lui fait un vol de plusieurs minutes. Et alors là, l'affaire se complique parce qu'ils envoient un télégramme à leur père en leur disant « Ça y est, on a réussi à voler », prévient la presse, et un journaliste... pensant bien faire, sans doute, exagère l'histoire d'une façon incroyable et il dit « les frères Wright ont volé à Kitty Hawk, ils ont survolé les flots, ils ont volé à 800 mètres d'altitude, enfin bon, n'importe quoi ». Il n'était pas là, donc il a complètement inventé l'article qui a fait rire l'Amérique entière et qui a fait passer les Wright pour des bluffeurs, vraiment pour des menteurs. Et alors, entre 1904 et 1905, il loue un grand champ à l'extérieur de Dayton qui s'appelle Hoffman Prairie. Et là, ils perfectionnent leur invention, ils améliorent la stabilité de l'appareil, ils gagnent en manœuvrabilité. Et le terrain, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le commentaire de tout à l'heure à propos de la catapulte. Certes, le moteur n'était pas très très puissant, mais le rail et la catapulte ont été inventés par Wilbur parce que Hoffman Prairie était très cabossé. Et il leur fallait vraiment un endroit extrêmement plat pour pouvoir décoller. Et je pense plutôt que la catapulte servait à éviter justement les déséquilibres occasionnés par les accidents de terrain. Et donc fin 1905, alors ça c'est intéressant en 1905 parce que
En octobre 1905, Wilbur vole plus de 2 heures. Personne en France vole 2 heures. Et il doit se poser faute de carburant. Donc là, c'est vraiment l'apothéose. Et fin 1905, les frères Wright attendent toujours l'homologation de leur brevet. Ils décident de ne plus faire de démonstration publique, ce qui provoquera le scepticisme général, d'autant qu'ils prétendaient vendre avant de faire des démonstrations, à une époque où les essais de Santos-Dumont, voisin Farman, étaient concluants, puisque Farman avait volé déjà 1 kilomètre en circuit fermé en 1908. Donc les Wright disaient, nous, on veut bien vendre, mais vous verrez vous-même. On ne fait pas de démonstration, on sait qu'on est bon, on sait... Donc les gens les prenaient un peu pour des fantaisistes. Et il y a une seule personne qui croit vraiment dans les frères Wright, c'est Ferdinand Ferber, le capitaine Ferber, qui réussit... D'abord, Ferber organise une délégation militaire qui se rend à Dayton pour discuter avec les frères Wright, qui propose leur invention pour $1 million, ce qui à l'époque était tout à fait énorme. Et les militaires français rigolent et rentrent en France. Et Ferber se sent tout à fait lésé, mais il s'obstine. Et il contacte Lazare Weller, qui est un homme d'affaires, qui réunit autour de lui plusieurs autres hommes d'affaires qui consentent à acheter les brevets des frères Wright à condition qu'ils viennent en France faire plusieurs démonstrations, notamment 2 vols de plus de 2 heures avec passagers. Et la deuxième partie du contrat, c'est la formation de 3 élèves pilotes. Voilà pourquoi les Wright arrivent en France en 1908, l'été 1908. Alors là, l'affaire se complique un peu parce que le flyer arrive dans des caisses au Mans, les douaniers l'inspectent, ils ouvrent les caisses, ils soulèvent les... Vous imaginez la fragilité de l'appareil, vous l'avez vu voler tout à l'heure, c'est un puzzle. Et ils rejettent tout comme ça en vrac dans les caisses, et lorsque l'aéroplane est déballé, ben c'est un massacre. Alors Wilbur ne veut pas s'installer à Paris parce qu'il y a tous ses concurrents, il y a Blériot, Hainaut Pelterie, tous ceux que vous avez vus tout à l'heure, et il est contacté par Léon Bollé, qui est un génial inventeur qui habite au Mans. La famille Bollé était connue parce qu'elle fabriquait des cloches, et puis surtout Léon Bollé a fabriqué la première voiture, la Bollé. Et donc Bollé propose à Wilbur de s'installer au Mans parce qu'il a évidemment ses ateliers de mécanique qui sont installés sur la ligne droite des Hunaudières. Donc c'est un terrain idéal pour faire des essais en vol. Et puis il a ce côté inventeur, Léon Bollé. Il se dit, tiens, Wilbur, il est comme moi, il cherche toujours à perfectionner les machines. Donc ils s'entendent comme larrons en foire, et voilà Wilbur qui s'installe au Mans. Et là, il perd pratiquement 2 mois à refabriquer son flyer qui a été détruit par ses mauvaises manutentions au Havre. Et je devrais vous signaler que pour la première fois, les 2 frères sont séparés parce qu'au moment où Lazare Weller signe avec Wilbur et Orville Wright, l'armée américaine se dit « Ouh là là, il ne faudrait pas que cette invention parte en France. Donc il serait peut-être temps que nous aussi, on s'y intéresse. » Parce que jusque-là, l'armée américaine se moquait complètement de l'invention de ces deux paysans de l'Ohio. Ils étaient considérés comme des rien du tout. Et les 2 frères sont séparés parce que l'armée américaine signe pour des démonstrations dans un camp qui s'appelle Fort Myers. Donc Wilbur est seul au Mans et il commence à faire ses premiers vols. Et lors du premier vol, le 8 août 1908, la date est facile, tout le monde est là. Blériot, tous les pionniers, tout le monde veut voir si vraiment ce sont des affabulateurs ou si c'est vrai. Et c'est l'écroulement dans le camp français parce qu'ils ont une telle supériorité. Les Wright savent déjà faire des 8, alors que nous, on arrive péniblement à faire un virage sur 200 mètres. C'est ce qui est arrivé à Farman quand il a fait son kilomètre en circuit fermé. Il lui a fallu 200 mètres pour faire un virage, alors que les Wright font des 8. Ils sont tout à fait à l'aise dans le ciel. Donc, ils ont une avance considérable, une avance technologique considérable, et qui est due évidemment au gauchissement de l'aile, puisque en se basant sur les travaux de Mouillard, de Lilienthal et de Chanute,
ils ont compris le système bien avant les autres. Donc, en juillet 1909, pourquoi juillet 1909 ? Alors, au Mans, Wilbur fait ses vols au Mans, il en fait 80, je crois. Il prend des passagers, il prouve sa supériorité énorme, et puis le temps est venu de passer à la deuxième partie de son contrat, parce que Lazare Weller a signé un contrat de 200 000 francs or, ce qui est une véritable fortune, et il est pressé d'encaisser les sous, parce que ça fait des années qu'il travaille sur son invention, il aimerait bien l'amortir maintenant. Donc la deuxième partie du contrat doit être réalisée, il faut qu'il forme ses 3 élèves pilotes, et le temps au Mans ne permet pas la formation de néophytes. Il pleut, il fait du vent. Donc, Wilbur reste au Mans jusqu'au 31 décembre 1908, de manière à pouvoir remporter la Coupe Michelin, parce que c'était la date butoir. Et là, il fait un nouveau vol de plus de 2 heures, sous la neige et le vent. Et il prend le train, il arrive à Pau le 14 janvier 1909, parce que dans les 3 élèves qu'il doit former, 2 lui ont été imposés par l'Aéroclub de France. Il s'agit de Paul Tissandier, qui est palois, enfin qui a grandi à Pau, puisque son oncle et son père s'étaient installés à Pau, et Charles de Lambert. Alors Charles de Lambert, c'est un homme très intéressant et très curieux, qui lui aussi a grandi à Pau. Ça, beaucoup d'entre vous le savent peut-être, je l'ai découvert récemment, ça m'a fait très plaisir. C'était le neveu du comte de Beaumont. Il a grandi au château d'Hydron. Son père, sa famille avait émigré en Russie à la Révolution, son grand-père, et son père était dans l'entourage du tsar. La famille de Lambert avait immédiatement, si vous voulez, son grand-père était officier, et il était rentré dans l'état-major du tsar, à qui il avait rendu des services tout à fait importants. Donc c'était des familiers du Kremlin. En plus, par alliance aussi, ils avaient fait des mariages tout à fait considérables. Donc la famille était très riche, ils avaient des provinces entières, et le père de Lambert était tuberculeux, c'était la maladie de l'époque, et évidemment le climat russe ne lui convenait pas trop, donc il émigre à Funchal, sur l'île de Madère, et il meurt quelques jours avant la naissance de Charles. Donc la maman de Charles, qui était la cousine du comte de Beaumont, cherche un point de chute, elle n'avait pas du tout envie de rentrer en Russie, et elle arrive à Pau, avec un nouveau-né. Donc, parmi les élèves des Wright, il y a, j'allais dire 2 palois, mais presque. Et le 3e élève, c'est le capitaine Lucas Girardville, qui lui a été désigné par l'armée. Donc quand on dit, je l'entends très souvent, que l'armée s'est intéressée tardivement à l'aviation, je ne suis pas tellement d'accord, parce que Ferber était militaire, même s'il a eu beaucoup d'ennuis avec ses supérieurs hiérarchiques, mais le fait que l'armée désigne Lucas Girardville est quand même significatif. Donc, les 3 élèves sont au Mans, ils s'ennuient, ils voient le temps passer, et puis ils disent à Wilbur, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on ne peut pas commencer à apprendre ? Et Delambert et Tissandier lui disent, mais enfin, Pau est une ville formidable, il fait beau, il y a des hôtels, il y a une colonie anglo-américaine, tout le monde parle anglais, vous serez tout à fait à l'aise, bien mieux qu'au Mans. Je voulais vous dire quelques anecdotes sur le Mans, mais parce que... enfin bon. Et vous devriez venir vous installer à Pau. Et Tissandier écrit à son copain Salnave, Henri Salnave, qui est un jeune homme à peu près de son âge, et ils se sont beaucoup fréquentés à Pau parce que Salnave était passionné de montagne et il servait de guide à Tissandier dans ses excursions, et Tissandier avait enseigné l'aérostation à Salnave. Donc ça faisait un couple fusionnel qui s'entendait très bien. Donc Tissandier écrit à Salnave et lui dit peut-être que les Wright s'installeraient à Pau si le maire acceptait de leur louer un bout de terrain et de leur construire un hangar. Donc Salnave court à la mairie, il va voir Henri Faisan qui lui donne son accord et qui l'envoie au Mans pour lui dire fais marcher cette histoire. Salnave porte au Mans les relevés météorologiques du docteur Meunier et Wilbur Wright envoie à Pau son homme d'affaires, Hartberg,
qui vient négocier avec le maire. Le maire met à sa disposition les lampes du Pont-Long. Wilbur a rapidement dessiné un croquis de hangar et le maire lui dit « mais dans quelques semaines, le hangar sera prêt ». Et effectivement, c'est vrai. Donc en janvier 1909, la première école au monde d'aviation peut ouvrir ses portes et elle les ouvre à Pau. Donc ça, c'est quand même un événement. J'ai quelques photos, mais enfin, vous les connaissez tous, les photos des Wright à Pau, vous les avez tous en mémoire. Alors, donc, de janvier à mars 1909, c'est le moment de la formation des premiers élèves pilotes. Alors, ce pauvre Lucas Girardville, il est le premier à avoir commencé à prendre des cours. Alors, Lucas Girardville, vous le voyez en photo, il est lourd, il est petit, il est râblé, et surtout, il a un terrible handicap, c'est qu'il ne parle pas un mot d'anglais, et Wilbur ne parle pas un mot de français. Alors, ils ont un vrai problème relationnel, et Lucas Girardville a été le premier à commencer la formation au Mans. Il a été le dernier à la finir à Pau, puisqu'il a quitté Pau en même temps que Wilbur Wright le 24 mars. Alors là aussi, j'ai souvent entendu dire qu'il avait quitté la formation en cours de route. C'est pas vrai, il est resté jusqu'au bout. Mais c'est le seul qui n'a pas été retenu. Il n'est vraiment pas arrivé à manier l'engin. Alors que D'Alembert et Tissandier, eux, parlaient anglais. Et les frères Wright se réunissent à Pau en janvier 1909. Wilbur donc quitte Le Mans, et Orville a fait ses démonstrations à Fort Myers, où a eu lieu un accident dramatique au mois de septembre, qui a fait la première victime de l'aviation. C'était le lieutenant Selfridge qui accompagnait Orville dans un vol de démonstration, et un câble s'est pris dans l'hélice, le flyer s'est écrasé, et Selfridge a été tué sur le coup. C'est donc la première victime de l'aviation. Et Orville arrive à Pau blessé, il a des problèmes au dos et à la jambe, il a passé plusieurs semaines à l'hôpital, et il arrive avec leur sœur Catherine, qui lui sert un petit peu de chaperon, et qui va jouer un rôle important, parce que Catherine va donner des cours d'anglais intensifs à beaucoup de monde à Pau, notamment à D'Alembert et à Tissandier. Elle va tous les jours, tous les matins, entre 10h et midi, il y avait cours d'anglais au Gation pour les élèves pilotes des frères Wright. Ah, pardon. Wright. Super. Bon, voilà, ça c'est un portrait de Wilbur. Alors Wilbur, il est décrit dans la presse française, hein, comme un type qui parle jamais, qui sourit jamais, qui fait pas de commentaires, bon, ça c'est l'impression qu'ont les journalistes français qui ne communiquent pas avec lui parce que eux non plus parlent pas bien l'anglais. C'est ça le gros problème. Le gros problème relationnel avec les Wright, c'est que y avait un problème de langue, une barrière de langue. Alors que quand vous lisez les descriptions de Wilbur faites par des journalistes américains ou par ses proches américains, ce n'était pas du tout l'homme froid et glacial qui est décrit dans la presse française. D'ailleurs, vous le verrez un petit peu plus loin. Alors ici, il y a un très beau dessin de Gabart. Donc, vous voyez, l'épopée a inspiré quelques artistes béarnais. Ici, j'ai oublié de vous dire que lorsqu'il a fallu passer du planeur au plus lourd que l'air, donc l'élément essentiel, c'était le moteur. Et Wilbur et Orville se tournent vers l'industrie automobile américaine en leur disant, voilà, on voudrait un moteur de je ne sais plus combien de chevaux et qui fasse moins de 80 kilos. Et tous les constructeurs, enfin du moins ceux qui ont répondu, parce que tous n'ont pas répondu, trouvaient que c'était absolument irréalisable et ont décliné l'offre. Ils ont fabriqué le moteur eux-mêmes. Vous voyez, pour des gars sans formation, ils avaient leur idée fixe. Alors voilà une très jolie photo des deux frères. Vous voyez, donc Orville descend de la voiture, Wilbur lui l'aide, puisqu'il est blessé. Ici, c'est le premier vol du 3 février 1909. Alors, donc vous avez Wilbur et Paul Tissandier à côté. Ils sont en train de tester le rail de lancement. Alors voilà une photo qui est très intéressante. C'est
c'est le triomphe. Vous voyez Wilbur au premier plan avec un sourire. Il est vraiment heureux, il est radieux. Alors l'homme en uniforme, évidemment, c'est le capitaine Lucas Gérardville. Derrière, entre Wilbur et Lucas Gérardville, c'est D'Alembert. Alors D'Alembert a été choisi comme élève pilote parce qu'il a inventé l'hydroglisseur. Et il faisait des essais, et notamment il avait comme pilote Henri Salnave et Paul Tissandier. Donc tout ça, c'est vraiment une histoire de famille. Et D'Alembert était un inventeur quand même hors du commun, parce que l'hydroglisseur, pour lui, il pensait tenir un produit fantastique pour les colonies. Il voyait les hydroglisseurs partout en Afrique, il en voyait en Asie, comme aujourd'hui. Il les voyait sur le delta du Mississippi. Enfin, il s'est pensé milliardaire avant d'avoir vendu le premier exemplaire. Et malheureusement, il a jamais gagné un rond. Il était tout sauf un homme d'affaires. Et D'Alembert est mort tragiquement dans la misère noire et après une vie vraiment aventureuse. Alors il y a quelque temps, j'ai reçu un message d'un chercheur hollandais qui me demandait les renseignements sur D'Alembert. Alors j'étais très content parce que dès que quelqu'un me pose des questions sur les débuts de l'aviation, pour moi c'est toujours du bonheur. Et alors je lui réponds D'Alembert, d'origine russe. Il est venu à Pau pour apprendre à voler avec les frères Wright. Enfin, je ramène ma science, tout ça. Je lui renvoie le mail. Et puis le type me dit, il m'écrit par retour, il me dit « Oui, tout ça, je le sais déjà. Mais j'aimerais savoir où il habitait quand il était enfant. » Alors, je dis « Quand il était enfant, je ne sais pas, moi, il devait habiter à Funchal ou à Moscou. » Et c'est là que j'ai appris qu'il habitait Pau, qu'il avait grandi. Enfin, vous voyez, il a fallu que ça fasse un ricochet par la Hollande. Et alors, D'Alembert est très connu en Hollande parce qu'il a été le premier à survoler la Hollande. Voilà, d'où l'intérêt de cet homme, Gérard Van Heusden. Alors ça, c'est une photo superbe de Paul Tissandier. On voit toute la volonté du bonhomme. Il est accroché à son... Et alors, lors de mon deuxième voyage à Dayton, avec la famille Wright, Amanda Wright, qui est l'arrière-petite-nièce des premiers hommes volants, me disait, Paul, ce serait formidable si tu pouvais retrouver des témoins, enfin des descendants de tous ces gens, donc, et que tu les amènes à Dayton. Et alors, je suis allé au Mans, j'ai rencontré M. Bollet, le petit-fils de Léon, j'ai retrouvé absolument par hasard le fils de Paul Tissandier, grâce à l'Aéroclub de France, Louis Salnave, que beaucoup d'entre vous connaissent, le neveu d'Henri Salnave, et nous sommes partis, la main dans la main, à Dayton, où on a été reçus magnifiquement, évidemment, puisque c'était pour les Américains, c'était un siècle d'histoire vivante. Alors ça, c'est une photo qui est rigolote. C'est Catherine Wright en train d'expliquer au chef ce qu'elle aimerait manger à midi. Et le chef, d'après ce que j'ai lu dans la presse locale, avait été mandaté par l'hôtel du Gation. C'était un cuisinier du Gation. Alors ça aussi, c'est une petite photo sympa. On a Madame D'Alembert, Paul Tissandier en face, Monsieur De Thuit, le président de l'Aéroclub de Pau, Orville, Catherine avec le chapeau à plumes. Voilà, donc ils sont là, ils discutent sur le pont long. Et ici, une photo adorable de Wilbur et Orville sur le boulevard des Pyrénées, que vous reconnaissez tous, avec Catherine Wright et Madame D'Alembert. Et Madame D'Alembert était anglaise, donc elle n'avait aucun mal à communiquer avec eux. Elle leur servait un petit peu de chaperon pendant leur séjour à Pau. Elle est très jolie, cette photo. Voilà. Donc 1909, c'est une année fichtrement importante, puisque donc on a l'ouverture de la première école au monde de pilotage, on a Blériot qui traverse la Manche, puisque ça y est, il a compris le système du gauchissement de l'aile, donc lui se lance dans la réalisation de son 11e prototype. Alors Blériot, en 1909, il buvait le thé, le fils du planteur tente de se suicider et Madame Blériot le rattrape par la cheville. C'est une histoire un peu rocambolesque, mais bon, elle lui sauve la vie et le planteur est tout à fait fou de joie et Madame Blériot en profite pour faire un petit emprunt qui permet à Louis Blériot
de fabriquer, parce que Louis c'est un type passionné, évidemment, et il est là, il me faudrait 4 sous pour finir l'aileron, et Madame Blériot lui amène l'argent dont il a besoin, et il construit le monoplan Blériot 11, avec lequel il va traverser la Manche, et vous avez vu avoir un succès absolument colossal, il devient un dieu vivant. Donc, après cette traversée de la Manche, son premier geste, c'est d'ouvrir une école à côté de celle de ses concurrents américains, à Pau. Parce qu'évidemment, à Pau, il y avait la population capable d'abord de s'offrir un brevet de pilotage, des gens qui cherchaient le frisson, qui aimaient le sport. Donc l'aviation, c'était vraiment un sport, c'était le dernier sport à la mode. Donc il fallait être à Pau. Alors, il s'installe à Pau, où il signe un bail avec la commune de Kobioslos pour 40 hectares à 2000 francs par an. En octobre, donc à peine arrivé, il juge déjà le terrain trop petit. Il loue 12 hectares supplémentaires à Kobioslos et 40 hectares à la commission du Haut-Ossau. Donc il se trouve à la tête de 84 hectares, une piste de 4700 mètres par 100 mètres, 4 hangars et un atelier de réparation. L'instruction des premiers élèves peut commencer. L'école est inaugurée le 24 novembre 1909 par Alfred Leblanc. Alfred Leblanc, c'est le fidèle mécano, vous savez, il était là pour la traversée de la Manche, c'est l'homme de confiance de Blériot. Mais Blériot ouvre en même temps une autre école au Buc, à côté de Paris, et Alfred Leblanc prendra la direction de l'école de Paris, et il sera remplacé à Pau par Henri Salnave. Alors souvent on voit Henri Salnave, directeur commercial de l'école Blériot, mais en fait, Henri Salnave était directeur de l'école Blériot, il n'était pas directeur commercial. En avril 1910, Blériot loue 54 hectares supplémentaires, et le nouvel aérodrome possède une piste de 10 km et compte une vingtaine de hangars qui abritent 80 appareils. C'est dire l'importance qu'a pris l'aviation à Pau. Alors vous prenez les journaux de 1909-1910, Pau omniprésent. Donc 25 à 30 pilotes sont formés en même temps. Pour la saison 1909-1910, l'école Blériot accueillera 76 pilotes et décernera 23 brevets. L'année suivante, elle comptera 97 élèves et décernera 56 brevets. Alors l'examen de brevet, le candidat doit effectuer 3 vols d'au moins 5 km chacun en circuit fermé avec atterrissage de précision à moins de 150 mètres d'une cible moteur coupé. Bon, je vous laisse imaginer. Et l'amélioration des appareils permettra l'année suivante de demander à l'élève d'exécuter des 8. Donc ça, c'est la grande nouveauté, parce que je crois que c'est le virage à gauche qui est plus facile que le virage à droite. Donc en faisant des 8, on montrait sa dextérité et sa capacité à vraiment manier l'aéroplane, pardon. Ça deviendra avion en 1914, c'est le général Roch qui, en hommage à Adair, décide de remplacer le mot aéroplane par avion. Donc avant 1914, c'est les aéroplanes, à part évidemment les Anglais et les Américains qui ont conservé aeroplane. Alors après, après, l'amélioration des appareils permettra l'année suivante de demander à l'élève d'exécuter des 8 et un atterrissage de précision à moins de 50 mètres. Donc on passe de 150 mètres à 50 mètres parce que, évidemment, cette activité également génère tout un tas d'inventions, de perfectionnement. On dit que le manche à balai est né à Pau. Je ne sais pas si c'est vrai, mais beaucoup de gens le disent. Le casque, le port du casque, c'est Pau. Il y a évidemment, c'est évident, une émulation et beaucoup d'inventions sont mises au point ici. Donc l'apprentissage dépendait des conditions atmosphériques, de la chance ou de la malchance d'être ou non victime de panne mécanique, parce que ça aussi on n'était pas à l'abri. En moyenne, il durait 28 jours pour 10 à 24 leçons de 10 à 15 minutes. Le prix était de 2000 francs, plus les frais de casse. Alors il y a eu un élève russe qui a eu son prix décuplé par la casse. Il cassait facilement quand même. Il y avait des atterrissages très difficiles. Et puis vous avez vu le Blériot 11, c'est une libellule, quoi. Il est d'une fragilité incroyable. Au coût auquel il faut rajouter les frais d'hébergement, les frais de séjour. Donc on comprend que le brevet de pilote était quand même réservé à une élite. Et l'école Blériot formera les 4 premiers élèves militaires, le capitaine Bélanger et les lieutenants Princeteau de Malherbe et de Rose.
Dans son sillage, Blériot amène avec lui à Pau les écoles de Gabriel et Charles Voisin, ses anciens associés, et l'école Antoinette. Et il leur loue un terrain d'aviation. Et en 1911, il imposera aux frères Voisin et à l'école Antoinette de n'utiliser que le Blériot 11. Donc ça embête beaucoup les Voisins et la société Antoinette, parce qu'évidemment, ils auraient préféré voler sur leurs propres appareils. Et ça provoque le départ de ces deux écoles de Pau. Alors, pourtant, ces écoles Voisin et Antoinette verront passer les professionnels du moment, par exemple Paulan, Tabuteau, Védrine, le grand Védrine, Brindejorn et Moulinet seront des élèves de Voisin. Le Pau Gazette du 17 décembre 1911 nous apprend que pour accueillir le gratin des aviateurs, les enceintes sont de véritables jardins semés de plates-bandes en fleurs, bordés d'arbustes et garnis de bancs pour commodément assister aux évolutions des aéroplanes. Donc on imagine le décor, ça devait être très joli. Il y avait un bowling qui permettait aux visiteurs de se détendre et un restaurant admirablement installé, décoré par le talentueux artiste palois Gabard, complète cette organisation modèle. Voilà, ça c'était pour vous dresser un panorama du champ d'aviation. Alors, à quelques pas se trouve l'école Morane-Saunier. Léon Morane, qui a obtenu le brevet 54 en avril 1910, met fin à sa carrière d'aviateur le 5 octobre de la même année, suite à un accident dont il fut victime et qui coûta la vie à son frère. Alors ça aussi, c'est rigolo. Il y a les frères Voisins, les frères Farman, les frères Morane, les frères Wright. Je trouve que l'aviation, il y a vraiment quelque chose aussi d'assez particulier là-dessus. Associé à Borel puis à Raymond Saunier, il fonde la firme qui fournit un avion révolutionnaire à ses champions Brindejorn et Moulinet et Roland Garros, donc le fameux Morane, Roland Garros qui franchira la Méditerranée, et Maurice Tabuteau qui s'appropriera les records du monde des 200 et 300 km et des 2 heures le 24 janvier 1912 à Pau. Parce que Pau, évidemment, c'était l'endroit où il y avait la plus grande concentration à ce moment-là, donc tous les records pratiquement ont été battus à Pau. Morane-Saunier se développera à Tarbes et Léon Morane est l'un des fondateurs d'Air Union qui deviendra Air France. Alors ensuite arrive l'école civile et militaire de Perdussin. Ça c'est, vous connaissez tous les avions de Perdussin. De Perdussin fera des affaires un peu louches, il sera condamné. La société sera rachetée par Blériot et elle deviendra SPAD. Donc le fabricant du fameux SPAD qui va faire ses preuves pendant la guerre de 14. Et SPAD, ça veut dire la société de production des appareils de Perdussin. Donc son ingénieur en chef, le génial Bechereau, sera le père du mythique SPAD, tant redouté des aviateurs allemands pendant la Première Guerre. Et la dernière école, c'était l'école Newport. C'était la plus importante après celle de Blériot. Elle est fondée par Charles Newport, dont le frère Édouard s'est tué le 16 septembre 1911. Elle avait pour chef pilote le fameux Gobet, vainqueur de la Coupe Gordon-Bennett et auteur du premier raid sans escale de 740 km en 8h16. Ça, c'est le voyage interstellaire. C'est comme Bélanger ou Tabuteau ou Védrine, quand ils font leur raid Paris-Pau. C'est vraiment aujourd'hui, les cosmonautes qui vont sur la Lune sont moins connus que ne l'étaient à l'époque ces premiers aviateurs. Donc là, on a vu les 7 écoles civiles, et je peux rajouter militaires, parce que quelques militaires ont été formés, et c'est à ce moment-là, en 1912, que l'armée vraiment se dit il faut que l'on ait notre propre école. Et après avoir utilisé les services des écoles civiles Blériot, Newport, de Perdussin et Morane-Saunier, qui formeront les 150 premiers pilotes militaires, l'armée française ouvre sa propre école d'aviation à Pau en juillet 1912. Les cours sont donnés essentiellement aux pilotes. Mais l'école militaire d'aviation de Pau a également formé de nombreux mécaniciens. Entre 1915 et 1918, 1800 mécaniciens ont été formés avant de rejoindre les escadrilles qui combattent sur le front. Alors, si vous voulez, je vous propose de regarder un petit film. Comment tu fais, Bernard, pour aller sur le... Ou sur les... Super. Voilà. C'est la suite.
3. Ah ouais, merci. On a le son là? Virtuosité des pilotes. Les Alpes, mais se blesse. Virtuosité. Les Alpes. Paris-Madrid le 23 mai 1900. Se blesse mortellement en atterrissant à Domodossola. Le 7 mars, Eugène Renault et son passager Senouk, partis de Paris, atterrirent 5 heures plus tard sur le puy de Dôme. Jules Védrine gagne Paris-Madrid le 23 mai 1911. Il atterrit à Saint-Sébastien, avant-dernière étape. Là aussi l'atterrissage, hop là. L'année 1912, Biélorussie, sur un monoplan Henriot, renouvelant l'exploit de Géo Chavez, traverse les Alpes de Brigue à Domodossola. Brinjon des Moulinets, vol de Paris à Varsovie, 1400 Prenant l'intérêt présenté par un avion susceptible de partir et d'atterrir à bord de navire, est expérimenté par Théo. Un système d'accrochage à un câble pouvant être tendu sur un piloté. Le 20 août à Châteaufort, Théo se jette en comprenant l'intérêt présenté par un avion susceptible de partir et d'atterrir à bord d'un navire, fait expérimenter par Pégou un système d'accrochage à un câble pouvant être tendu sur un cuirassé. Le 20 août à Châteaufort, Pégou se jette en parachute d'une hauteur de 300 mètres. À la suite de cette descente en parachute, Pégou eut l'idée d'exécuter le premier looping après avoir étudié au cinéma les évolutions de son appareil abandonné. C'est le 21 septembre, à Buc, qu'il accomplit cet exploit sur monoplan Blériot. Le 23 septembre 1913, Roland Garros accomplit l'exploit. C'est la guerre de 14, c'est très intéressant ça. Ouais. Là on va voir la plupart des élèves qui ont été formés ici après. L'utilisation militaire de l'aviation n'apparaît pas tout de suite évidente pour l'état-major. Comme les ballons, l'avion est d'abord destiné à l'observation, ou au mieux au bombardement de fortune, souvent effectué à la main. Si les premiers pilotes emportent des armes à bord, c'est surtout pour se défendre en cas d'atterrissage dans les lignes ennemies. Des équipages se croisent dans le ciel en se saluant, mais certains commencent à embarquer des mitrailleuses, notamment sur les avions à moteur arrière. Le 5 octobre 1914, le pilote France et son mécanicien Queneau, à bord d'un avion voisin, croisent à 2000 mètres d'altitude un avion allemand et décident de l'attaquer. L'avion ennemi est touché, il s'écrase, et France se pose à côté de la carcasse pour constater la première victoire aérienne de l'histoire. Pendant la bataille de Verdun, les escadrilles de chasse commandées par le commandant de Rose deviennent un élément essentiel de la suprématie aérienne sur le théâtre des opérations. Le chasseur français le plus célèbre de l'époque est le Pépé Nieuport. Nombre de ces aviateurs sont formés à Pau, qui devient rapidement l'un des centres d'instruction les plus importants. Dès 1914, le tir vers l'avant pose des problèmes à cause de l'hélice. La Société des Pères du Sein propose le tir debout derrière un bouclier. Plus sérieusement, Raymond Saulnier propose un système de tir synchronisé à travers l'hélice. Il est ensuite généralisé par tous les belligérants. Côté allemand, on s'organise aussi. La guerre aérienne devient fondamentale. Le général von Hoppner dirige la Kögenluft, rassemblant forces aériennes et DCA. Les événements se précipitent. Les formations allemandes deviennent très importantes. 20 avions de chasse ensemble en 1917, 72 à l'automne, étagés en 3 niveaux. C'est le célèbre cirque de von Richthofen qui cause de lourdes pertes aux Alliés. Comme on est loin des duels singuliers du début de la guerre, qui pourrait présager de l'issue de la bataille aérienne ?
Les pilotes américains, volontaires de l'escadrille Lafayette, avec une tête d'Indien séminole pour emblème, sont pour la plupart formés à Pau et utilisent notamment vers la fin de la guerre le SPAD 13. Le SPAD 7 à moteur Hispano-Suiza n'est vraiment au point qu'à l'automne 1917. C'en est alors fini de la prédominance de l'Albatros, d'autant que le SPAD 13 apparaît déjà avec ses deux mitrailleuses synchronisées. Il sera l'un des éléments de la victoire. Les événements se précipitent. Les formations allemandes deviennent très importantes. 20 avions de chasse ensemble en 1917, 72 à l'automne, étagés en 3 niveaux. C'est le célèbre cirque de von Richthofen qui cause de lourdes pertes aux Alliés. Comme on est loin des duels singuliers du début de la guerre, qui pourrait présager de l'issue de la bataille aérienne? Les aviateurs des deux camps utilisent alors les mêmes techniques de combat et seule la virtuosité des pilotes et la qualité du matériel vont faire la différence. De la Tour, du groupe des Cigognes du commandant Brocard. Jean Casal, ici à gauche, près de Madon. Paul Tarascon. Henri Heideslade. Albert Delin. Alfred Heurtaud. Marcel Egelen. René Dorme, dit le père Dorme. Maurice Boyau, aux 35 victoires. Georges Madon, las aux 41 victoires. Enfin, les plus célèbres. Charles Ningesser d'abord, avec ses 43 victoires. Son insigne personnel, à tête de mort, l'accompagnera pendant tous ses combats et au cours de son dernier raid après la guerre en 1927, avec François Colly au-dessus de l'Atlantique Nord. Georges Guilmer, las aux 53 victoires, pilote entré dès son vivant dans la légende. Il disparaîtra à bord de son vieux Charles, au-dessus de Poelcapelle, le 11 septembre 1917. Il n'avait pas 23 ans. Le 5 juillet 1917, au cours d'une cérémonie, le général Franchet d'Espéret l'avait décoré sur le terrain de Bonne Maison en présence de ses parents. Héros de l'aviation française, son éloge est tout entier dans sa dernière citation. Écoutez. Ténacité indomptable, énergie farouche, courage sublime, disparu en plein ciel de gloire, il lègue aux soldats français un souvenir impérissable qui provoquera les plus nobles émulations. Enfin, René Fonck, l'as des as, aux 75 victoires homologuées, 127 probables. Tireur exceptionnel, affecté tard en 1917 dans la chasse, à l'escadrille 103 des Cigognes, il devint le plus extraordinaire chasseur. Exploit unique de tous les temps, il ne reçut jamais qu'une seule balle dans son avion, alors que 2 fois, le 9 mai et le 26 septembre 1918, il abat le même jour 6 avions ennemis, et 4 en 20 minutes le 6 octobre. C'est l'histoire de l'aviation à Pau, depuis les pionniers jusqu'aux chevaliers de la guerre de 14, parce que c'était la grande chevalerie. Quand Pégoud a été abattu, son adversaire allemand est revenu le lendemain à l'endroit et a jeté une couronne de fleurs à l'endroit où l'avion de Pégoud s'était écrasé. Donc c'était vraiment la chevalerie de la guerre de 14. Alors cette histoire de Pau,
je l'arrête évidemment à la guerre de 14, puisqu'on est ici pour parler des pionniers, des pères de l'aviation. Et grâce aux amis de la Chapelle qui ont magnifiquement restauré la Chapelle de l'aviation, qui est à côté de l'aéroport, et qui est un petit peu le mémorial de cette histoire, puisque tous les noms des premières victimes sont là. Vous pouvez la visiter tous les jeudis. Et grâce à Porite Aviation, qui maintenant a mis cette exposition au service de tous gratuitement au Palais Beaumont, on est arrivé à quelque chose de cohérent, qui ne demande qu'à se développer. Et au moins, je suis très heureux de pouvoir dire que l'histoire a retrouvé sa place après des années d'absence ici. C'était un petit peu comme si elle était oubliée, comme si... voilà. Enfin, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu et merci beaucoup pour votre attention et puis très bon Noël.